Bonjour à toutes et à tous, après avoir vu comment choisir un objectif selon vos besoins, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là, nous allons dans ce 5e épisode de la série se lancer dans la vidéo, voir et expliquer les principaux paramètres techniques importants pour choisir un objectif. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai fait un sommaire de mon développement, il est disponible en description pour vous permettre de naviguer entre les différentes parties. Commençons maintenant avec le paramètre le plus important à comprendre, le piqué. Le piqué d'une image, c'est une notion assez compliquée à expliquer parce qu'on ne peut pas vraiment la quantifier et elle dépend un peu de votre œil, de vos habitudes et de vos préférences. En gros, la notion de piqué se rapproche de la netteté qu'aura un objectif. C'est-à-dire que quand le point est fait sur quelque chose, un objectif bien piqué pourra restituer beaucoup de détails alors qu'un objectif mal piqué donnera presque l'impression que le point est mal fait à cause d'un léger flou ou plutôt d'un manque de micro-détails dans l'image. Le piqué peut être différent entre le centre de l'image et ses bords. Il est généralement meilleur au centre et un peu moins bon au bord. Et en plus, pour des raisons de complexité de fabrication, la plupart du temps un objectif sera mieux piqué en étant un peu fermé, surtout en entrée de gamme où ils seront meilleurs aux alentours de f8. Et même si le piqué des objectifs haut de gamme est supérieur, ça s'applique aussi à certains objectifs de série L Canon par exemple. La plupart du temps, ils seront meilleurs en étant un peu fermés. En plus, il faut savoir que les très grands angles sont souvent un peu mous, c'est-à-dire moins bien piqués que les objectifs plus serrés. Par contre, il ne faut pas que vous pensiez que le meilleur objectif sera le mieux piqué. En portrait, par exemple, ne pas vouloir faire ressortir chaque grain de peau peut être voulu, et c'est d'ailleurs pour ça que certains photographes de portrait ont du mal avec les objectifs Sigma Art, réputés pour leur très fort piqué. Et franchement, même si c'est sûr qu'à côté d'objectifs excellents on voit une différence, un objectif de kit comme un 18-55 ne sera pas non plus horrible. Il sera loin d'être extraordinaire bien sûr, mais il saura s'en sortir, surtout aux alentours de f8 si vous avez bien suivi. Si vous voulez filmer avec un objectif grand angle, il faut savoir que très souvent ils ne vont pas réussir à garder toutes les lignes de votre image bien droites. C'est ce qu'on appelle la distorsion optique. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du fisheye. Sur une GoPro par exemple, au niveau des bords de l'image, il y aura une courbure plus ou moins prononcée et plus ou moins visible selon ce que vous filmez, qui peut être assez moche si vous ne cherchez pas vraiment cet effet fisheye. Sur les action cam, c'est très visible, mais sur les grands angles classiques aussi, ça existe. C'est moins visible, mais si votre composition contient des lignes en bord de cadre, ça va se voir. Si vous voulez éviter ce phénomène, je ne peux que vous conseiller les objectifs dits rectilinéaires, car ils sont justement construits pour éviter au maximum cet effet. En photo, ce genre de déformation se corrige assez bien, mais en vidéo ça devient assez compliqué et on perd rapidement en qualité. Je vous conseille donc vraiment pas d'essayer de corriger un énorme fisheye en post-prod. On passe maintenant à l'ouverture d'un objectif. On en a déjà parlé, mais techniquement, comment ça se passe? En gros, dans votre objectif, vous avez un diaphragme. Et c'est ça qui va permettre de régler votre ouverture. Ce diaphragme est composé de plusieurs lamelles qui vont plus ou moins se resserrer en fonction de la quantité de lumière que vous voulez faire passer. Mais avant de continuer sur le diaphragme, parlons un tout petit peu du bokeh, ça va nous servir tout de suite après. Le bokeh, de manière assez simple, c'est les points de lumière qu'on peut voir dans notre profondeur de champ. Et sans rentrer dans les détails, si on voit ces petites billes apparaître, c'est parce que toute la lumière entre par toute la surface de la lentille frontale de l'objectif, et cette lentille est ronde. C'est pour ça que ces billes sont rondes. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à donner la forme que vous voulez à votre bokeh en découpant des formes et en les mettant devant votre objectif. Voilà, continuons maintenant sur le diaphragme. Donc si vous avez bien suivi, vous savez que le diaphragme est constitué de lamelles qui bougent pour régler la quantité de lumière qui rentre dans votre objectif. Mais du coup, vu que ce sont des lamelles, lorsque vous fermez votre objectif, vous pouvez vous retrouver avec des hexagones à la place de vos billes bien rondes en guise de bokeh. Logiquement, si vous fermez votre diaphragme, vous ne cherchez pas à avoir un énorme bokeh, mais ça peut quand même se voir dans certaines conditions. Et pour pallier ce problème, il n'y a pas 36 solutions. Il faut plus de lamelles dans son diaphragme pour s'approcher au mieux d'une forme ronde. Et du coup, ça fait des optiques plus chères. Le nombre de lamelles d'un objectif joue aussi sur un autre effet, le starburst. Le starburst se traduit par un petit point lumineux dans votre image qui va faire des rayons de lumière quand vous fermez votre diaphragme. Le nombre de rayons de lumière que vous aurez sur votre image dépend lui aussi du nombre de lamelles de votre diaphragme. Mais là, c'est pas exactement une question de quantité. Si vous avez un diaphragme avec un nombre de lamelles pair, le nombre de rayons de votre starburst sera égal à votre nombre de lamelles, alors que si vous avez un nombre impair de lamelles, la quantité de rayons sera doublée. Et aussi, là où le bokeh se recherche sur des focales assez longues, le starburst, lui, est beaucoup plus simple à avoir sur des grands angles, car il faut que la source de lumière paraisse la plus petite possible. Le problème qui va se poser quand on va chercher à avoir une source de lumière visible dans notre cadre, comme dans le cas d'un starburst par exemple, c'est que les rayons de lumière vont créer des reflets dans notre objectif et provoquer un flare. Un flare, ça peut être très beau, mais ça peut aussi être très embêtant quand c'est pas voulu. Et pour l'éviter, il y a plusieurs solutions. Déjà, les objectifs récents et un peu chers ont un traitement qui permet de contrôler plus ou moins les flares. Mais sinon, vu qu'un flare est créé quand une lumière tape directement dans votre objectif, vous pouvez utiliser un pare-soleil. Le pare-soleil va tout simplement bloquer la lumière et donc vous n'aurez pas de flare. Mais le pare-soleil, c'est pas toujours efficace parce que c'est assez petit.
C'est pour ça, entre autres, que sur une caméra on fixe une matbox. Les volets de la matbox empêchent bien plus la lumière parasite d'atteindre l'objectif parce que les volets sont plus grands, tout simplement. Dans la précédente vidéo, je disais que l'ouverture de votre objectif était responsable de la quantité de lumière qui touche votre capteur. Mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt sa transmission. En réalité, l'ouverture de votre objectif donne le rapport entre le diamètre de votre diaphragme et votre longueur focale. Ça donne une idée plutôt précise de la quantité de lumière qui tape le capteur, mais pas totalement exacte. En effet, vu que la lumière traverse toutes les lentilles de votre objectif, il y a forcément de la perte. Et en cinéma, pour garder exactement la même exposition entre deux plans, il faut une information exacte et pas vite fait précise. Du coup, on mesure l'ouverture en T-stop et pas en F-stop. On donne pas la largeur exacte du diaphragme, mais la quantité réelle de lumière qui arrive au capteur, ce qui est une mesure du coup bien plus précise. Par exemple, là où deux objectifs qui ouvrent à f1.8 vont avoir quelques écarts de luminosité, deux objectifs qui ouvrent à t1.8 laissent passer exactement la même quantité de lumière. Et ce chiffre t, la transmission de votre objectif, est noté sur la bague d'ouverture dans le cas d'une optique cinéma. Sinon, on peut trouver cette information sur des sites de benchmark pour des optiques photo. Dans la précédente vidéo, j'avais aussi dit que si on ferme trop son diaphragme, le piqué de notre image commence à se dégrader. Ce phénomène s'appelle la diffraction et ne dépend pas vraiment de la qualité de votre objectif, mais de la définition de votre image. En fait, ce phénomène dépend de la taille des pixels sur votre capteur. Plus votre capteur est grand et plus sa résolution est basse, plus les pixels de votre capteur seront gros. Et plus les pixels sont gros, plus vous pourrez fermer votre diaphragme sans diffraction. Si vous voulez plus d'explications là-dessus, je mets un lien en description qui explique assez bien le pourquoi du comment. La diffraction en photo, ça peut être assez embêtant car avec la course au mégapixel, il est pas rare de trouver des capteurs APS-C à 24 mégapixels. En vidéo, c'est un peu moins visible. En Full HD, on a une résolution de 2 mégapixels et en 4K, on monte à 8 mégapixels. Du coup, la diffraction se perçoit moins, mais pour faire simple, évitez de fermer au-delà de f11 et normalement, vous n'aurez aucun problème. Dans les faits, sur votre boîtier, vous pourrez sûrement pousser un peu plus loin, mais je sais pas vraiment comment ça se passe quand on filme en 4K à partir d'un capteur 24 mégapixels, donc dans le doute, il vaut mieux éviter. D'ailleurs, si vous avez un peu plus d'informations sur ce qui se passe dans cette situation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les objectifs, principalement les bas de gamme, produisent souvent des aberrations chromatiques. Une aberration chromatique, c'est une frange verte ou violette qu'on peut voir sur le contour d'un sujet quand il a beaucoup de contraste avec son arrière-plan, comme par exemple dans le cas de branches d'arbres avec un ciel très clair derrière. Encore une fois, c'est très simple à corriger en photo et en vidéo c'est un peu plus compliqué. Du coup, si vous voulez les éviter, je vous conseille juste d'éviter de tourner avec des objectifs réputés pour leurs fortes aberrations et aussi d'éviter d'avoir des ciels très clairs avec une bordure pleine de détails dans votre cadre. Vous vous en doutez sûrement, ce sont les objectifs d'entrée de gamme ou assez anciens qui produisent souvent énormément d'aberrations, de vignotage et qui ont un piqué assez mou. Dans les objectifs milieu et haut de gamme, et surtout dans les objectifs cinéma, les différences entre les modèles sont bien moins flagrantes car les constructeurs sont plus dans une optique d'améliorer des performances de très bons objectifs plutôt que de corriger les défauts, même s'il reste tout de même des différences entre les gammes qui existent. Après un certain budget, on choisit un objectif pour des caractéristiques précises, comme une ouverture maximale particulièrement grande, ou tout simplement pour des raisons de colorimétrie. Parce que oui, comme pour les différences de capteurs, tous les objectifs ne font pas la même image. Bien sûr, ils ont tous des différences de piqué et d'ouverture, mais ils ont aussi des différences de colorimétrie. Personnellement, avec les tests que j'ai pu faire, je trouve que la différence de colorimétrie entre deux objectifs de gamme similaires est bien moins perceptible que la différence de colorimétrie entre deux capteurs. Mais si vous faites vraiment attention, vous pourrez voir des différences dans certaines teintes en mettant côte à côte deux objectifs de marques différentes. C'est pour ça qu'en cinéma, on travaille avec une série d'objectifs et non pas plein d'objectifs différents. Le fait qu'ils soient tous construits pour être utilisés ensemble fait qu'ils ont un rendu couleur, un piqué et une ergonomie globale très similaires, pour avoir le moins de différence à l'utilisation ou au rendu entre un 21 mm et un 85 mm par exemple. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question ou remarque sur ce que j'ai dit, vous pouvez laisser un commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu et que vous l'avez aimée, vous pouvez l'aimer, la partager. Et bien sûr, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Allez, salut!